24 janvier 2023, 4 heures du matin. La température sur les plaines du sud de Donetsk est en dessous de zéro. De l'extérieur, les tours de grande hauteur de Foulada semblent complètement abandonnées. Mais derrière les structures éventrées, une escouade anti-chars ukrainienne attend. Leurs yeux sont rivés sur l'approche sud, attendant l'arrivée des blindés russes. Soudain, le ciel s'illumine sous les tirs des lance-roquettes multiples BM 21 grades, accompagnés des lanceurs thermobariques TOS 1A, Soleil Ardent, cherchant à transformer les immeubles d'habitation de la ville en tas de gravats. Au sol, les chars T-80 avancent sur la couche de neige qui recouvre le terrain. Avec l'infanterie des 155e et 40e brigades, ainsi que la 36e brigade de fusiliers motorisés et d'autres unités spécialisées qui suivent derrière, se précipitant vers Volodymyr depuis les directions sud-est et sud-ouest. Pour les Russes, c'est le moment qu'ils préparent depuis longtemps. Et la réussite ou l'échec de leur mission dépend de leur rapidité et de leur force pour réussir. Cela ne peut pas se transformer en une bataille d'usure interminable. Cela doit être rapide et chirurgical dans son exécution, la Russie espérant mener une attaque éclair. Ils traversent les champs, autour de la ville, et se réfugient près des datchas et bâtiments périphériques, puis attaquent le centre, avant même que les défenseurs ukrainiens ne comprennent ce qui leur arrive. C'est la stratégie du colonel général Roustam Mouradov, commandant du district militaire de l'Est. Cette bataille représente de grands enjeux pour Mouradov et la machine de guerre du Kremlin. Et le général espère que le simple nombre de troupes et la masse de blindés à sa disposition suffiront à obtenir la victoire dont il a tant besoin. Mais le plan de Mouradov ignore complètement les leçons qui auraient dû être tirées à Pavlivka. Là-bas, les troupes d'assaut et blindés russes, empruntant des itinéraires prévisibles dans des formations prévisibles, ont été interceptés et détruits par les défenseurs ukrainiens. La même chose commence aussi à se produire à Foulada. Mouradov ordonne à ses grandes colonnes blindées d'avancer sur les rares routes et pistes menant encore à la ville. Avec les chars ouvrant la voie et les véhicules de combat BMP roulant derrière, profitant de leur hauteur, les observateurs ukrainiens voient l'ennemi arriver de loin, suivant exactement les itinéraires qu'ils avaient prévus. Les mêmes itinéraires qu'ils ont déjà minés et pris pour cible. Avec leurs systèmes d'artillerie, qui sont positionnés en toute sécurité à plusieurs kilomètres de là, les Ukrainiens n'ont presque pas besoin de bouger. Ils se contentent d'observer et d'attendre pendant que les Russes tombent directement dans leur piège. Et les Russes n'ont pas d'autre choix que de foncer à l'aveugle dans ces zones d'artillerie déjà ciblées. Observez les plaines plates au sud, et vous comprendrez pourquoi. Avancer sur Volodymyr expose la force d'attaque sans aucune couverture. Autrefois une ville minière prospère, Foulada n'est plus qu'une ruine dévastée. Après avoir subi plusieurs bombardements de roquettes et tirs d'artillerie russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin, un an plus tôt. Mais ces premières attaques sembleront bientôt insignifiantes face à ce qui arrive. Après des mois d'efforts acharnés, certaines des unités les plus élites de l'armée russe, issues de la 155e brigade d'infanterie navale de la Garde et de la 40e brigade d'infanterie navale, se rapprochent de la ville. Avec des dizaines de chars et de véhicules de combat d'infanterie à leur disposition, ce groupe d'assaut mécanisé massif a reçu un objectif clair, capturer Foulada par tous les moyens nécessaires. Sur leur route se trouvent les défenseurs de la 72e brigade mécanisée indépendante d'Ukraine retranchés et défenseurs de ce lieu depuis des mois. Et ils n'ont aucune intention de céder ne serait-ce qu'un seul mètre de terrain, sans un combat acharné. Ils sont peut-être en infériorité numérique et en armement, mais ils possèdent un avantage crucial sur les Russes, le terrain. Foulada est situé dans une zone très élevée, ce qui permet aux soldats ukrainiens de voir les Russes arriver et de suivre chacun de leurs mouvements avec une ligne de vue dégagée sur leurs ennemis. Les forces ukrainiennes contrôlent en partie le champ de bataille, déclenchant des tirs de suppression et canalisant les Russes vers des passages étroits et points d'étranglement. Les lieux où les stocks réduits de mines, d'artillerie et d'armes anti-chars ukrainiens peuvent tout changer. C'est une tactique qu'ils ont déjà utilisée auparavant, mais elle n'a jamais été essayée contre une force de cette taille. Ce sera un test crucial pour les tactiques des deux camps. La plus grande bataille de chars du conflit russo-ukrainien va commencer. Et le sort de l'une des villes les plus stratégiquement précieuses du conflit est en jeu. Située dans la partie sud de la région de Donetsk, à environ 56 km de la ville de Donetsk, Foulada, ce qui se traduit par cadeau de charbon en anglais, abritait plus de 14 000 habitants,
avant le début de la guerre, bien que sa population ait rapidement chuté à seulement quelques centaines lorsque les Russes sont arrivés aux portes de la ville. Elle devait autrefois devenir l'une des plus grandes villes minières du pays, avec 10 mines prévues, et l'objectif d'attirer environ 100 000 personnes pour soutenir son développement. Cependant, ces plans ne se sont jamais vraiment concrétisés. Quelques mines ont tout de même été construites ici. Et la ville est restée un petit nœud économique, mais néanmoins remarquable pour l'ensemble de la région du Donbass. La ville ne semblait peut-être pas si importante aux yeux d'un observateur occasionnel, mais d'un point de vue militaire, Fulada avait 2 atouts majeurs en sa faveur. Le premier était son élévation. Elle a été construite sur une haute plaine. C'est le point le plus élevé de la région, dominant de vastes plaines plates dans presque toutes les directions. Il n'y a ni forêt où se cacher, ni collines ou reliefs pour se protéger. Elle était ainsi bien plus facile à défendre que les dizaines de villes et villages alentours disséminés dans les plaines. L'élévation de Fulada empêchait toute embuscade ou assaut surprise, car les défenseurs voyaient toujours l'ennemi arriver. Le deuxième aspect important de Fulada était sa position stratégique. Elle se trouvait à proximité des principales routes et voies ferrées. Au nord, par exemple, se trouve l'autoroute N15 qui relie les grandes villes de Donetsk et de Zaporizhia. Au sud, en revanche, se trouve une ligne de chemin de fer principale qui traverse la ville occupée de Mariupol et se poursuit jusqu'à la péninsule de Crimée. Fulada était assez proche pour que l'Ukraine utilise efficacement son artillerie contre les trains de ravitaillement russes. Si la Russie prenait la ville, elle sécuriserait l'acheminement de ses approvisionnements par rail et pourrait avancer vers d'autres bastions ukrainiens, comme Kourakovo et Pokrovsk au nord. C'est pourquoi une ville apparemment insignifiante avait autant d'importance. Ce n'était pas une simple ville, c'était un bastion. Un point d'approvisionnement, un nœud stratégique et un poste d'observation, tout en un, avec une véritable influence sur l'ensemble des zones environnantes du sud et du centre de Donetsk. Le commandement russe sait qu'une attaque frontale à travers ces plaines est une sentence de mort. Ils le savent parce que 3 mois plus tôt, ils l'ont déjà tenté. Octobre 2022. Les commandants russes visent à prendre Fulada puis avancer vers leur prochaine grande cible. Sachant qu'une attaque directe causerait un bain de sang, ils ont donc élaboré un plan. Au lieu de foncer vers la forteresse au sommet, ils ont choisi d'encercler lentement la ville en contrôlant d'abord les villages autour. Avant de s'approcher de Fulada, ils utilisent un mouvement en tenaille pour faire céder les défenseurs. Pour cela, ils doivent d'abord prendre le contrôle de Pavlivka, un petit village situé dans une zone basse au sud de Fulada. Ainsi, à la fin du mois d'octobre, des unités de la 155e reçoivent l'ordre de marcher sur Pavlivka. Ils misent surtout sur l'infanterie et des blindés pour briser les lignes d'approvisionnement et percer les défenses ukrainiennes. Ils pensaient que ce serait facile, mais se sont trompés. Dès le début de l'assaut, les failles du plan russe sont apparues. Pavlivka est clairement visible depuis les immeubles de grande hauteur de Fulada, où des observateurs ukrainiens surveillent. Les chars russes, véhicules et groupes d'assaut foncent vers le village, transmettant des informations en temps réel à leurs camarades au sud. Les unités ukrainiennes, solidement retranchées dans des positions fortifiées, utilisent des obusiers M7 177 et des armes anti-chars pour repousser les avancées de l'ennemi. Profitant du terrain découvert qui entoure le village pour détruire les véhicules russes exposés. En quelques jours, la 155e a perdu des centaines d'hommes. Dans un rare acte de défi, certains survivants écrivent une lettre de plainte à un gouverneur local, critiquant leur commandant et signalant leur défaite. 300 personnes tuées, blessées ou disparues, et moitié de l'équipement perdu en 4 jours. Des extraits de la lettre circulent en ligne, et même les nationalistes russes les plus radicaux critiquent les tactiques du Kremlin, poussant le ministère de la Défense à publier une déclaration pour minimiser la situation. L'incompétence tactique de la Russie avait déjà été exposée, mais cet exemple impliquant les commandants du pays fut l'un des plus médiatisés. Envoyer des hommes à l'abattoir, subir de lourdes pertes, à cause d'un manque de préparation et de considération. Malgré leurs pertes, les Russes ont refusé d'abandonner. Au lieu de cela, ils ont redoublé d'efforts. Les commandants ont continué à envoyer des hommes et des blindés vers le village, espérant que la simple masse de leurs forces finirait par être trop importante pour que les défenseurs ukrainiens puissent y faire face. Le 11 novembre, après avoir affaibli les défenses ukrainiennes, des sources russes ont annoncé la prise du village, confirmée quelques jours plus tard par le ministère de la Défense. Cela a pris environ 2 semaines, et a coûté la vie à des centaines de soldats de la 155e brigade. Mais la Russie avait réalisé la première étape du plan.
La prise effective de Fulada allait s'avérer un défi bien plus grand. En ce matin glacial du 24 janvier 2023, le général Roustam Muradov ignore le sang imprégné dans le sol de Pavlivka et ordonne à son armée d'emprunter exactement les mêmes chemins de terre. Après la première vague, le champ de bataille est jonché de carcasses fumantes de chars et véhicules. Beaucoup roulent directement sur des mines TM-62 placées le long des routes et points d'étranglement menant à la ville. Quand les chars de tête touchent ces mines, des colonnes entières s'arrêtent, bloquant le passage aux véhicules suivants. Ils deviennent ainsi des cibles pour les troupes antichars ukrainiennes, qui sortent et tirent des missiles comme les javelins, ou des armes antichars légères de nouvelle génération, pour éliminer les véhicules d'infanterie bloqués à l'arrière. Les Russes survivants se retrouvent piégés entre les chars minés devant, et les restes fumants des transports de troupes derrière. D'autres véhicules tentent d'aider à l'évacuation et à la récupération, mais eux aussi sont exposés alors que l'artillerie ukrainienne frappe depuis le ciel, tandis que des drones de surveillance fournissent des coordonnées précises sur les cibles à atteindre. Conscients qu'ils mourront s'ils restent, les soldats russes décident audacieusement de débarquer et de traverser les champs à découvert, alors que des explosions retentissent. Muradov regarde avec horreur alors que son inflexibilité tactique est mise à nu, mais il est trop tard pour reculer maintenant. Il envoie plus de chars et véhicules de combat dans la mêlée. Avec les routes bloquées, certains véhicules quittent les pistes pour traverser les champs ouverts, supposant ou espérant qu'ils ne sont pas minés. Ils ne s'en rendent pas compte. Les défenseurs de l'Ukraine avaient anticipé cela et tirent encore plus de mines anti-chars posées à distance dans la zone avec leurs obusiers. Ces obus d'artillerie, spécialisés de 155 mm, sont conçus pour disperser 9 petites mines anti-chars sur de vastes zones, permettant à l'Ukraine de créer instantanément de nouveaux champs de mines. Alors que d'autres colonnes russes avancent, l'Ukraine transforme le terrain en piège mortel inévitable. Ils ne peuvent ni avancer, ni battre en retraite. La panique s'installe rapidement, et de plus en plus d'équipages russes abandonnent leurs véhicules et fuient pour sauver leur vie. Les jours passent ainsi, avec les assauts incessants de la Russie repoussés par les défenses ukrainiennes. La ville subit également des frappes, les roquettes et canons de chars russes perçant les vieilles tours d'appartements soviétiques et d'autres bâtiments encore debout. Mais les pertes du Kremlin sont bien plus importantes que celles du côté ukrainien, selon de nombreux médias. Des dizaines de véhicules sont détruits chaque jour. Comme le 13 février, lorsqu'au moins 31 véhicules blindés ont été éliminés lors d'une seule embuscade ukrainienne. Assaut mécanisé après assaut mécanisé échoue à obtenir les effets escomptés, et le nombre de soldats et de matériel perdus ne cesse d'augmenter. En ligne, des images et des vidéos circulent, montrant les restes fumants de chars T-80 et de BMP détruits. Alors que les corps des soldats russes tombés jonchant les champs dès la première semaine de février, la 155e infanterie navale russe a été décimée. Les soldats d'élite de la flotte du Pacifique ont vite été remplacés par des recrues, n'ayant que quelques semaines d'entraînement, qui continuent aussi d'être tués et blessés en grand nombre. Le moral s'effondre, et malgré des assauts quasi constants, la 72e brigade ukrainienne maintient le contrôle de Fulada. Mais Muradov ne cédera pas. Il a consacré sa vie à l'armée russe, passant de commandant de peloton dans les années 1990 à être nommé héros de la Fédération de Russie par Vladimir Poutine. Mais maintenant, face à un échec tactique total, sa réputation est en jeu. Pour s'assurer que ses troupes restent sur la bonne voie pour atteindre leur objectif, il a recours à des mesures désespérées. Des prisonniers de guerre russes capturés à cette période révèlent que leurs officiers supérieurs ont commencé à déployer ce qu'on appelle des troupes de barrage ou des unités anti-repli, des escouades de soldats postés derrière les unités d'assaut principales, avec l'ordre de tirer sur tout Russe battant en retraite sans autorisation. La Russie oblige ses troupes à aller au front sous la menace, envoyant ses hommes à la mort sans espoir de survie. La réputation du général Muradov est en lambeaux. Les blogueurs russes, Z, critiquant sa lâcheté et son incompétence, estimant que ces tactiques inutiles causent des pertes humaines et matérielles dévastatrices, avec la plus grande perte de blindés russes depuis le début de la guerre. Chaque jour ressemble au précédent. D'autres soldats et chars sont envoyés, pour être détruits dans les heures qui suivent, sans aucun gain. Alors que les défenseurs ukrainiens retranchés continuent de s'enfoncer davantage, toute la bataille devient un microcosme de la guerre dans son ensemble. Un exemple frappant des tactiques rigides de la Russie et de son incapacité à s'adapter, sacrifiant hommes et armes sans réussir à transformer sa supériorité numérique en avantage sur le terrain. Cela ne peut pas durer éternellement, mais le siège ne fait que commencer.
Après des dizaines d'assauts désastreux, le commandement russe décide enfin d'abandonner sa stratégie. Puisque les forces russes ne parviennent pas à s'approcher de la ville, leur commandant décide que la meilleure option suivante est de la raser à distance. Tout au long de l'été et de l'automne 2023, Foulada connaît une guerre différente, les défenseurs ukrainiens affrontant de petites avancées d'infanterie et des attaques de reconnaissance imprévisibles de diverses directions. La Russie utilise aussi de l'artillerie à longue portée, des tirs et des bombes planantes, UMPK, des bombes soviétiques modifiées, avec des kits GPS. C'est une guerre lente, d'usure, éprouvante, et cela a un coût. Alors que l'Ukraine est encore capable de tirer parti de ses avantages, comme les champs de mines, les drones FPV et les positions fortifiées pour contrer une grande partie des attaques russes et empêcher tout gain territorial rapide ou significatif. L'impact de l'artillerie et des bombardements est clair. Les immeubles d'habitation à plusieurs étages que l'Ukraine utilisait autrefois comme tour d'observation pour surveiller les mouvements de ses ennemis sont rasés les uns après les autres. Parallèlement, d'autres groupes d'assaut russes quittent la force principale le long de l'autoroute vers le sud et contournent des villages voisins comme Pretizivka, cherchant à couper les lignes d'approvisionnement des défenseurs et à ouvrir de nouveaux axes d'attaque. S'ils réussissent, la forteresse deviendra peut-être un tombeau. En septembre 2024, la réalité du siège commence à rattraper les défenseurs. Les hommes de la 72e brigade séparée reconnaissable tiennent cette seule ville depuis plus de 2 ans. Ils ont maintenu leur position, creusant des emplacements fortifiés et repoussant d'innombrables assauts russes. Utilisant les toits des bâtiments pour recueillir des informations et préparer la prochaine attaque de chars et de troupes. Ils ont créé un système de défense en plusieurs couches, avec tranchées, fossés anti-chars, dents de dragon, obstacles et champs de mines. Ils ont attiré les Russes dans des couloirs de tir, utilisant leurs bunkers et tunnels souterrains pour poursuivre leurs opérations malgré d'intenses bombardements et tirs d'artillerie. Quand les Russes ont modifié leur tactique, les défenseurs ukrainiens se sont adaptés, privilégiant les frappes de drones et les tirs d'armes légères contre les petits groupes envoyés par le Kremlin. Désormais, leurs réserves d'énergie, de force et d'approvisionnement ont diminué. Les munitions s'épuisent, le moral baisse, et les défenses qui ont permis à ces soldats de survivre sont érodées une à une. Ceux qui restent sont mal nourris et privés de sommeil, survivant dans des sous-sols inondés et des bâtiments incendiés. Vivant avec les rares rations qu'ils peuvent rassembler, ils ne peuvent plus tenir le périmètre. Les forces russes, comme en Corée, ont réussi à percer à l'est, capturant l'une des mines de charbon de la ville. Ce faisant, elles ont gagné leur propre hauteur, depuis laquelle elles peuvent observer le reste de la ville. Le 25 septembre, davantage de Russes atteignent la lisière ouest de Foulada. Les pinces sont en place, il ne reste plus qu'à les refermer. Dans les jours qui suivent, les troupes ukrainiennes reçoivent l'ordre qu'elles ont réussi à retarder si longtemps, l'ordre de se replier. En petits groupes, sous la fumée, les grenades et l'obscurité, ils fuient pendant que les drones FPV russes les traquent dans le ciel. Le 1er octobre 2024, la 40e brigade d'infanterie navale, celle-là même que l'Ukraine avait réussi à arrêter tant de fois auparavant, entre dans la ville et hisse le drapeau russe, sur ce qu'il reste de Foulada, autrefois une paisible ville minière, aujourd'hui une carcasse fumante. C'est une victoire, mais une victoire creuse obtenue à un prix catastrophique. Alors que les troupes russes survivantes ont pu célébrer, des milliers de leurs compatriotes sont morts. La 155e a été pratiquement détruite à plusieurs reprises, et le général Mouradov a finalement été démis de ses fonctions. Condamné à associer son nom au cimetière de chars créé par ses tactiques incompétentes. Les estimations indiquant que la Russie a perdu plus d'une centaine de blindés et des milliers de soldats expérimentés pour une ville presque sans bâtiments. Les pertes du pays furent si lourdes que cette bataille a modifié toute la stratégie de guerre de la Russie. L'Institut pour l'étude de la guerre a noté que les commandants russes, sur l'ensemble de la ligne de front, ont ensuite commencé à utiliser de moins en moins d'assauts mécanisés, comptant moins sur les chars et les véhicules d'infanterie, et davantage sur les drones et les bombes, car ils craignaient tellement de subir à nouveau ce même type d'échec. L'Ukraine a subi bien moins de pertes que la Russie. Malgré moins d'hommes et de ressources, les défenseurs l'ont prouvé. Même à l'ère des explosifs puissants et des drones, les forteresses sur les collines avec de longues vues restent aussi difficiles à détruire qu'autrefois. Lors de la bataille de Foulada, la Russie a perdu plus de 100 blindés pour capturer un cimetière vide.
accélérant un changement durable vers la guerre par drone, qui neutralise désormais activement leur chaîne d'approvisionnement, valant des milliards de dollars. Pour voir comment un avion de loisir à 90 000 dollars a parcouru 1100 miles dans un angle mort radar, pour neutraliser un bombardier nucléaire de 40 millions de dollars, cliquez sur cette vidéo juste ici. On se retrouve sur le prochain champ de bataille.